Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc comme d'habitude, vous avez l'habitude, 2 livres chacune, donc 4. Et pour moi ce sera principalement des suites de saga. Et moi que des one-shots, sauf... Ah non, je dis des bêtises, il y en a un sur les deux qui est un début de saga. Et oui, il y en a 4 pour celui-ci à la suite. Allez, c'est parti! Donc moi pour le premier, je vais vous présenter un sujet et un livre, un roman, tout ce que vous voulez, qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est le réseau Jane de Heather Marshall aux éditions Charleston. Alors ce livre, il me tient à cœur parce que c'est un domaine qui, je le pense, est important. La controverse, c'est sûr qu'en ce moment, on en entend parler beaucoup du sujet, surtout aux États-Unis, vu que nous sommes battus pour avoir ce droit, nous les femmes, de pouvoir avorter ou pas. Je dirais comme l'auteur, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait marqué, enfin ce qu'elle a marqué même à la fin du bouquin, que ce n'est pas qu'un livre, qu'une histoire sur l'avortement, c'est surtout un roman sur la maternité. Et je pense qu'il est à mettre dans toutes les mains, que ce soit des jeunes filles, des jeunes femmes, de tout âge. Je pense qu'à tout âge on peut lire ce roman, il est très bien fait, très bien documenté. J'ai beaucoup aimé le destin de ces 1, 2, 3, on va dire 4 femmes. Je ne peux pas, il y a des choses que je vous dirai pas parce que c'est le dénouement qui caractérise ce roman. En tout cas, nous allons suivre, je les ai là ici, toutes les 3. Donc Angela qui, elle, est dans les années 2017. Nous allons suivre Evelyn et Margaret dans les années 60. C'est elles qui sont importantes dans l'histoire, hein, c'est les protagonistes principales. Et nous avons Nancy dans les années 80. Donc ces 4 femmes-là sont liées, hein, vous vous en doutez bien, c'est plus que des doubles temporalités, mais c'est très bien fait, c'est pas lassant du tout. Nous allons donc suivre Angela qui tient une boutique d'antiquités. C'est une jeune femme qui est en couple avec une autre femme. Elle désire être, elle, mère. Hein, donc elles font ce qu'il faut pour pouvoir Adopter. Alors non, c'est Angela qui veut porter l'enfant. D'accord, bien. Donc voilà, donc elles font en sorte de pouvoir porter l'enfant qui Insémination. Oui, elles font appel à cela, donc les inséminations artificielles. Ouais, merci. Et donc en fait le début de l'histoire commence donc par Angela qui trouve une lettre dans une sorte de petite commode où est écrit, je ne sais plus le nom de la maman adoptive, mais elle parle à son enfant lui disant qu'en fait elle lui dit la vérité juste avant de mourir. En fait c'est son avocat qui doit envoyer cette lettre à sa mort, hein, pour dire à sa fille qu'en fait elle a été adoptée parce qu'elle ne lui a jamais dit. Donc avant, en fait, une fois morte, elle lui délivre en fait la vérité. Cette vérité-là n'arrivera jamais, puisque cette lettre-là est donc dans une petite commode, comme je vous l'ai dit, dans le magasin d'Angela, et elle a des années de retard. Alors c'est malencontreux, puisque en fait cette lettre est arrivée ici, dans le sens où à l'époque, Angela n'était même pas née, c'était une boutique aussi, mais en fait cette lettre est arrivée dans la boîte aux lettres de la boutique, alors que la dame, la femme qui devait recevoir cette lettre habitait juste au-dessus. Donc c'est un malencontreux événement qui va chambouler toute une vie, oui, du coup, un destin, quoi. C'est malencontreux, mais c'est comme ça. Je vous dirai pas qui est l'heureux élu de cette lettre, je vous le laisserai découvrir.
On va suivre aussi donc Evelyn et Margaret, comme je vous l'ai dit, ça c'est les protagonistes principales. Donc nous allons suivre aussi donc Evelyn et Margaret qui sont dans les années 60 et qui se retrouvent donc dans une sorte de pensionnat pour mères entre guillemets célibataires qui vont pouvoir poursuivre leur grossesse dans cet institut. Donc c'est une institut religieuse. On y voit, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est on y voit les méandres, les indélicatesses, les maltraitances, que ce soit physique, morale, verbale, qu'on pouvait faire à ces femmes, quel que soit l'âge. Surtout que bon, pour la plupart elles étaient quand même assez jeunes. Elles se retrouvaient dans un institut comme ça, parachutées dans ce monde à mi-clos, à huis clos plutôt, je dis des bêtises, parce qu'en fait les familles dites bourgeoises les mettaient là en attendant qu'elles finissent leur grossesse afin de faire adopter ces bébés. Oui, que ça sache pas. Et oui, de toute façon, c'était le but, que ça ne se sache pas. Et pour la réputation, bien sûr, de la jeune femme en question, et surtout de la famille. Et puis pour faire disparaître le bébé. Et puis, donner le bébé en adoption pour ne pas en entendre parler par la suite, et puis que ça dénote pas dans le parcours de la jeune fille. Exactement. Donc on va se retrouver avec Margaret et Evelyn. Margaret qui va avoir une petite fille. Evelyn qui aura une petite fille aussi. Mais Evelyn, elle a une petite particularité. C'est qu'elle arrive à cet institut. Et après, je vous en dirai pas plus sur son parcours parce que ce serait trop vous dévoiler. Je vous invite à aller le lire. Evelyn arrive dans cet institut, donc comme je vous ai dit, à cause de sa famille, mais elle a une autre histoire que les autres pensionnaires, en tout cas, puisque bon, leurs histoires sont individuelles et sont toutes différentes. Mais pour elle, c'est un bébé d'un amour qui existe. Ce n'est pas un viol. Ce n'est pas... Oui, il n'est pas désiré, le bébé. Disons que comme elle est tombée enceinte aux prémices de son mariage. Oui. Elle était donc fiancée avec son amoureux, on va dire. Et elle l'aimait. Et ils s'aimaient. Ouais, donc voilà. Donc elle arrive dans ces conditions-là, elle. Et le fait qu'elle arrive dans ces conditions-là, c'est que, en fait, la cause, c'est que son futur mari est décédé. Donc la famille n'en a pas tenu compte. Ils n'ont pas tenu compte qu'elle était fiancée, donc amoureuse de cet homme investi et amoureux de cette femme aussi, et elle est donc tombée enceinte, mais la famille ne veut pas en entendre parler, elle ne prend pas conscience ni en fait, ils prennent pas en cause ni en compte ses émotions. Mais du coup, ils l'ont séparée de son bébé. Oui. Oui, ils sont là pour ça. Alors qu'elle aimait son mari. Elle aimait son futur mari. Mais donc, elle n'est pas mariée encore à cet homme... Ils ont fait genre... c'est pas possible pour eux. Ça dégage. C'est pas possible, ça dénote. Elle va se retrouver avec un bébé qu'elle pourra pas faire reconnaître, à moins de trouver... un homme à cette époque-là qui voudra bien prendre en charge. Il n'existait pas déjà la loi... tu sais, il y a une loi qui non, parce que pour la plupart, elles sont mineures. Oui, mais théoriquement, quand il y a quelqu'un qui décède, il y a une loi qui fait que tu peux te marier avec des défunts. Pas dans les années 60. Pas dans les années 60. Dans les années 60, la femme, malheureusement, je suis désolée de le dire, elle obéit à son père en premier, et après à son mari. Mais du coup, là, c'est comme ça que ça se passe, et malheureusement, pour elle, ça va pas très bien se passer, puisque elle aime ce bébé, puisqu'elle aimait ce mari. Ce futur mari en tout cas. Donc en fait le lien qui existe est un petit peu différent par exemple pour Margaret. Pour Margaret son histoire est tout à fait différente, mais je vous en dévoilerai pas trop non plus sur elle parce que voilà c'est un peu embriqué, enchevêtré à l'intérieur, c'est très bien fait. Et donc elle est là sous cet aspect là qui est un petit peu différent des autres. Et ça la choque. Elle a, en plus, elles ont beau écrire à leur famille, les familles ne leur répondent pas. Parce que les lettres ne sont jamais envoyées.
Elles sont surveillées, fliquées. En fait, on nous décrit extrêmement bien quand même l'intérieur de cet internat, l'intérieur de ce système, absolument. Et franchement, ça fait froid dans le dos. Au final, est-ce qu'elles auront une réponse ou c'est pas un happy end? Alors, elles auront jamais de réponse à leurs lettres. C'est des lettres que tu parles? Oui, des lettres des lettres de leur famille. Non, elles auront jamais de réponse puisqu'elles n'ont jamais été envoyées. Donc, les familles, pendant les 9 mois où elles accouchent, enfin, où elles font leur grossesse dans l'internat... Et ils n'ont pas essayé de... Non, parce qu'ils veulent pas en entendre parler. Ah, c'est abusé. Ils veulent pas en entendre parler. Ni téléphone, ni écrit, ni rien du tout. Elles n'ont pas le droit de sortir, d'abord. Elles n'ont pas le droit de sortir, sauf... si elles y sont autorisées. Et une fois accouchées, elles ont un laps de temps pour rembourser leurs dettes. C'est-à-dire que laps de temps qu'elles fassent leur grossesse dans cet institut, oui, en gros, elles leur doivent quelque chose ouais. pour eux. Donc, parce qu'elles sont logées, nourries, etc. Elles sont éduquées aux bonnes manières, hein, parce que voilà, elles n'ont pas de bonnes manières vu qu'elles sont tombées enceintes, vous comprenez. Donc, on les rééduque. Voilà. Je vais pas en dire plus. C'est chaud. Hein, mais bon, c'est de la maltraitance. Hein, faut pas se voiler la face. Ça me rappelle un peu le livre, bon en vrai c'est pas le même milieu, mais de la Seconde Guerre mondiale avec Conrad. C'est ça. Sa mère qui le met au monde et après qu'il le revoit plus jamais, quoi. Bien sûr. Mais là, en plus, les enfants sont adoptés par des familles qui n'ont pas d'enfants, évidemment. Hein. Leur parcours, on le connaît. Hein. C'est eux, par contre, ils y sont pour rien. Hein. Voilà, eux, ils font appel à des organismes et ils vont chercher ces enfants-là contre monnaie. Hein. Oui, parce qu'en plus, cet institut religieux fait du commerce. Oui, avec les enfants, ils ne sont pas donnés à l'adoption, ils sont vendus à l'adoption. Pour ceux qui n'arrivent pas à avoir des enfants, voilà. Qui sont mariés. Voilà, exactement. Donc on va suivre aussi, donc ça c'est pour la partie Evelyn et Margaret. On va suivre Nancy qui est donc dans les années 80, qui est une jeune femme qui fait du bénévolat dans la maison de retraite de sa grand-mère qui est décédée. Sa grand-mère qui est décédée dans l'institut où Evelyn et Margaret ont accouché. Vu que dans les années 80, il n'est plus destiné à... Oui, il a été changé en EHPAD. Voilà, à l'époque, il était donc pour accueillir les jeunes femmes donc, en grossesse. Et là, donc, c'est changé en maison de retraite. Donc, vous comprenez bien que tous ces destins sont liés. Bah oui, du coup. Voilà, parce que en fait, Nancy va... Et qu'il va y avoir cette fameuse commode. Bah, cette commode, c'est le déclencheur en fait. Oui, justement, c'est ce qu'elle C'est le déclencheur parce que Angela va être curieuse, elle va rechercher la personne qui a écrit. Oui. Elle va s'apercevoir qu'elle est décédée, donc elle va chercher la jeune femme en question qui est recherchée, à qui la maman a écrit. Et donc on va nous dévoiler qui est cette jeune femme et donc pour en revenir à Nancy, elle parce que faut quand même que je vous parle du réseau Jane quand même, et après j'arrêterai parce que celui-là je pourrais vous en dire très long. T'en as dit beaucoup déjà. Oui, mais je suis obligée d'expliquer parce que en fait comme c'est des destins de chacune et que leurs destins finalement sont liés, Nancy va avoir affaire au réseau Jane. Ce réseau Jane a été appelé de la sorte parce que en fait à l'époque les femmes se faisaient avorter un petit peu n'importe comment vu que c'était interdit. Donc ça fait quoi, une aide ? En fait, le réseau Jane s'est immiscé. C'est une structure un peu en sum-sum, en sous-marin, qui s'est incrustée par des personnes courageuses, hein, des femmes notamment. Ce ne sont que des femmes. Bon, il y a eu un docteur, hein, je ne sais plus le nom, mais il est noté là-dedans. Là, faut savoir quand même qu'on est au Canada, hein, pour la petite histoire. On n'est pas en France. C'est une histoire qui se base à Toronto. Donc voilà, mais bon, c'est les mêmes prémices que nous, hein. On a eu les mêmes
les mêmes caractéristiques, les mêmes ennuis, les mêmes questionnements, les mêmes non-droits en tant que femme. Donc je trouve que c'est intéressant de le souligner, c'est exactement la même chose, on a subi exactement les mêmes préjudices, on va dire. Et donc, il y a des femmes très courageuses qui font partie de ce réseau et qui, quand elles voient une femme, par exemple à l'hôpital, ça peut être une infirmière, même pas un docteur, ça peut être une infirmière qui a entendu parler du réseau Jane, elle va lui soumettre, elle va lui dire, bon écoute, je vois que tu es dans une situation particulière, peut-être encombrante, on va dire, voilà, ennuyeuse. Oui, c'est un peu la résistance, la version femme. C'est ça, c'est un peu un réseau de résistance de femmes pour des femmes, et j'ai trouvé ça magnifique. Il est magnifique, ce livre. Rien que pour ça, cet engagement qu'ont ces femmes, c'est souvent aussi des docteurs, femmes, qui font ça vraiment à la sortie de leur travail, dans des endroits que personne ne connaît. Elles doivent changer régulièrement d'endroit parce qu'elles se font dénoncer. Oui, c'est ça, ils cherchent à les démanteler. Voilà, et c'est puni par la loi. Bah oui. C'est puni par la loi. Donc, en fait, ces gens, pour la plupart, c'est des femmes. Ces femmes prennent des risques incommensurables pour, entre guillemets, sauver certaines. Puisqu'il y a deux solutions. Soit tu te fais avorter vraiment... en tout cas, si tu fais pas appel au réseau Jane, ça peut être un avortement comme on faisait à l'époque du Moyen-Âge, quoi, n'importe comment. Et donc, tu peux en mourir. Oui, puisque l'IVG n'était pas autorisé. Pas du tout. Donc du coup, elles allaient au-delà des lois, donc bien ça sûr. Ne plaît pas. Donc c'est pour sûr. ça qu'ils les demandent comme la résistance. Voilà, exactement. C'est pas autorisé, donc dès qu'on te dénonce, tu meurs. Voilà, et donc au lieu de faire des avortements dangereux pour la vie de ces femmes, avec des aiguilles à tricoter, tout le monde connaît cette technique, en tout cas on a entendu parler, des breuvages aussi, etc., ou même de septicémie, parce que après une fois que t'as fait, il y avait des charlatans, il y en a qui le faisaient, ils disaient oh moi je sais faire, et puis en fait les femmes elles mouraient quelques heures après en rentrant chez elles. Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'était mal fait et qu'il fallait un système médicalisé pour pouvoir que ça se passe très très bien. Voilà. Et donc, voilà, on en est là. Nancy va avoir affaire à ce réseau Jane par ce biais-là, puisque voilà, c'est une jeune femme qui malheureusement va tomber enceinte, et je vous ne dirai pas les circonstances, je vous invite à aller le lire. Et donc, et c'est là que tout va commencer aussi pour elle, avec sa participation après, en bénévole aussi au réseau Jane. Et donc tu lui mets combien ? Je lui mets 5 partout parce que j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré cette histoire qui parle de femmes pour des femmes. L'écriture est bien. Et l'écriture est magnifique. J'ai eu quelques frissons parfois de toute cette maltraitance et de ce qu'elles ont subi. Je me mets à leur place. Je suis une maman. Et puis je suis une femme surtout, voilà. Avant tout, oui. Moi je l'ai conseillé à mes filles de le lire parce que je trouve qu'il doit être mis dans les mains et en avant, oui, comme tu dis. Mais mais franchement, il est génialissime ce bouquin, franchement. Et puis il est d'actualité au vu de ce qui se passe. Dans le monde, voilà, surtout aux États-Unis, on en entend beaucoup parler et je trouve que ça doit rester un droit. Puisque voilà, c'est notre corps, mais après ça n'engage que moi. Ça pourrait faire débat, je le sais, mais voilà, moi c'est un livre qui me parle et je pense qu'il pourrait être lu donc, par toutes les femmes. Donc moi je reviens avec une suite de saga, c'est le tome 2, donc c'est Inheritance Game 2, vous savez, de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Comme d'habitude, on retrouve Avery qui est l'héroïne de l'histoire, et puis vous avez tous les frères Hampthorne, si je le prononce bien en français. Et donc, de quoi parle ce livre, tu vois, parce que dans le premier, ils ont... En tout cas, le premier, je me rappelle, t'as beaucoup plu. Oui, ils ont résolu une des énigmes, on va dire ça comme ça, parce que dans ce deuxième tome, on a une autre énigme à résoudre, et forcément, ils vont tous s'y mêler. Comment dire, pour pas trop vous en dévoiler, parce que je trouve que c'est important que je ne vous dise pas trop la suite. Mais que tu en dises un tout petit peu quand même. Ce deuxième tome, il est plus centré sur une quête d'identité, notamment par l'une
des personnes de la famille Hawthorne, je ne dirai pas qui, précisément pour ne pas vous gâcher la surprise. En tout cas, c'est un secret qui va être mis au grand jour et qui va être résolu du coup par Avery et les frères. Par la même occasion, vous allez avoir, parce que vous savez qu'ils ont des noms, ils ont des prénoms les garçons, qui sont des noms de famille de base, comme Jameson, Grayson, tu vois, c'est pas comme des prénoms, ça sonne pas comme des prénoms, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tout ça a une raison, et pareil, de leur côté, c'est un peu une quête d'identité aussi, puisque en fait, on va avoir la révélation de qui est leur père, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas le même père, tous n'ont pas le même père, ils ont tous un père différent, donc on veut savoir d'où ils viennent, et on va avoir la réponse pour certains. Voilà. Et du côté du fameux secret, pareil, on va avoir une petite réponse. On va certains ont trouvé ce secret, une des résolutions de l'énigme un peu pas super, tu vois. Il y en a, ils ont été un petit peu déçus. Moi, je trouve que ça suit bien le contenu, ça c'est pas redondant, on suit bien le fil de l'histoire, on nous explique bien les choses. Même Avery, elle a la tête sur les épaules, tu vois. Franchement, elle résout super bien les énigmes, elle arrive quand même à tenir cette ligne de conduite, tu vois, et à garder son sang-froid tout le temps. Et les objets dessus ont toujours une importance, parce que tu nous avais dit que les objets sur la couverture avaient une importance. Ils ont toujours tous eu une importance, mais bon, je peux pas trop dire quoi, parce que même l'épée, elle a un truc, tu vois, c'est plein de rebondissements dans celui-ci encore. On a, par contre, par rapport au premier, on a encore plus de révélations sur la famille, justement, puisque c'est une famille, elle est bourrée de secrets, donc forcément, un secret en amène à une autre, donc une énigme en amène à une autre. De toute façon, c'est un peu comme les mensonges, un mensonge en amène un autre, un secret en amène un autre. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous voulez savoir sur quoi porte le secret, donc c'est sur l'une des personnes de la famille Hawthorne, mais précisément le... Faut peut-être pas le dire. Le fils du grand-père qui a légué sa fortune à Avery. Ah oui, le grand-père coquin, si vous vous rappelez bien. Voilà, exactement. Et lui, il a eu son fils. Et il a eu un fils. Et du coup, voilà, on a toute l'identité de son fils qui se dévoile. On sait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc., etc. Mais je développerai pas plus, parce que sinon je vais vous spoiler complètement. Est-ce que ça donne envie de lire le tome 3 ? Oui, puisque en fait, il manque des révélations. Après, on a un petit peu ce côté amoureux aussi, on a un petit peu un triangle qui était déjà présent dans le premier. Bon, il est là, il est présent, on l'accepte parce qu'on aime bien quand même Jameson et Grayson, tu vois. On se demande avec qui Avery va finir, tu vois ce que je veux dire, lequel elle va choisir, en tout cas, tu vois. On a une petite réponse dans celui-ci, mais ça, je me tairai. Après, est-ce que ce triangle amoureux est dérangeant ? Non. Non, il est pas dérangeant. Est-ce qu'il est utile ? Ça apporte un petit truc, tu vois, à l'histoire, surtout par rapport à elle, puisqu'elle est jeune quand même, oui, puis c'est beaucoup pour ses épaules-là, il me semblait. Oui, et puis voilà, il faut qu'elle assume aussi les histoires d'argent, les histoires de business, etc. Donc voilà, il faut qu'elle accepte beaucoup de choses. Déjà dans l'autre vidéo où c'était beaucoup apporté pour des petites épaules. Voilà, c'est ça. Et en plus, elle a une sœur, Libby, elle, qui va être impliquée aussi dans l'histoire. Et puis, on a l'arrivée aussi dans le deuxième tome, et ça, j'aime bien, c'est la venue de sa meilleure amie. D'accord. Va avoir un soutien. Qui va arriver, et en fait, alors on peut s'en douter, parce que j'avoue que ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit, elle va pas venir quand même dans l'histoire, est-ce que vraiment l'autrice cherche à nous l'amener pour qu'elle reste et qu'elle soit importante du coup ? Et en fait oui, donc on peut le prédire, même si on peut se penser comme moi que non en fait, tu vois, genre c'est trop prévisible. Oui. Et en fait c'est le cas, mais c'est plutôt bien puisqu'elle apporte quand même quelque chose à cette histoire, tu vois. Enfin, ce que je veux dire c'est que Avery, elle a déjà beaucoup de choses à gérer. Et en fait, elle, en venant, sa meilleure amie, elle lui offre un peu comme... C'est une bouffée d'oxygène. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça, en fait. Et ça fait du bien. C'est le soutien qu'elle va lui apporter qui va faire... Elle est toujours drôle, très dynamique, tu vois. Enfin, elle est vraiment dans ce côté très drôle et tout, tu vois. Donc ça apporte vraiment quelque chose de positif, tu vois. Plus. Par rapport à tout ça, par rapport à toutes tes découvertes, à toutes ces révélations. Ouais, c'est ça. Et franchement, ce tome 2, il suit super bien le premier.
On aurait pu penser que l'énigme était totalement terminée, qu'est-ce qu'elle allait nous raconter dans celui-là. La preuve que non, puisqu'il y a le troisième, on le a quand quatrième. même la suite, et je suis très contente. Vivant l'autre alors, hein. Donc tu lui mets combien à cette suite? Exactement. Donc je lui mets, forcément, hein, je lui mets 5, j'ai très envie de savoir la suite, puisqu'il y a plein de révélations, mais vous vous en doutez, je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe exactement dans ce tome-là, puisque sinon je vais tout vous spoiler, et qu'on n'est pas là pour le spoil. Ah non. En tout cas, on évite. Et quand on en fait, on le dit. J'aime toujours autant sa plume à cette autrice, puisque je trouve qu'elle manipule très bien tout ce qui ça, tous ces jeux d'énigmes, tout ça, tu vois, tout vraiment, tout ce qui apporte ce côté énigmatique à l'histoire. Très intéressant. Et c'est très intéressant, et je recommande pour ceux qui n'ont toujours pas. En tout cas, il est beaucoup plu. Hein, Ah, il a beaucoup plu. Et en plus, elle nous fait des chapitres très courts, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même une histoire pour la jeunesse. Je dirais que ça tourne quand même au young adulte, quand même. Donc c'est dynamique. Et c'est dynamique. C'est dynamique, et ça te permet d'enchaîner en fait. Parce que elle te fait des chapitres courts, mais ça te donne envie d'enchaîner. Oui, ça te donne envie de tourner les pages. T'en lis 10. Tu les manges. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc je vous recommande encore si vous l'avez pas lu la saga, parce que franchement, c'est une petite pépite. Moi, pour mon dernier, ce sera Les Femmes du Dispensaire aux éditions Charleston de Henrike Engel. J'espère que je le dis bien. Donc on se retrouve donc à Hambourg en 1910 avec Anne. Anne qui va ouvrir un dispensaire pour femmes battues. Ou en difficulté, évidemment. Donc dans ce dispensaire, on va leur amener, on va leur donner, on va essayer en tout cas de leur donner des bienfaits tels que de la nourriture tous les jours, donc puis des soupes, des soins puisqu'elle est docteur, et du réconfort. Voilà, on fait déjà un petit peu de social dans ce dispensaire parce que Anne va se battre pour la cause féminine. Vous vous en doutez. J'imagine que, je sais pas si j'ai le droit de poser ça, mais j'imagine que c'est pas que des femmes genre qui ont une maladie, ça peut être n'importe quelle femme. Ah, ça peut être n'importe quelle femme. Alors là, elle installe quand même son dispensaire sur les docks. De Hambourg, donc sur là où il y a le port, hein, donc tu comprends bien que là où il y a les docks, c'est des hommes qui dépensent tout leur solde dans l'alcool, les péripapéticiennes. Donc les femmes battues. Donc voilà, il se passe de drôles de choses dans ce quartier. Donc voilà, c'est surtout pour toutes ces femmes qu'elle va œuvrer, en tout cas, pour ces femmes qui ont besoin pour les maladies, hein, la syphilis et j'en passe. Les MST, etc. Mais même les femmes enceintes, j'imagine. Oui, mais même, ça rejoint ce que j'ai lu tout à l'heure, sauf que c'est pas du tout la même époque, c'est bien avant. Et là, il y a, c'est les femmes battues, les femmes violentées, c'est les femmes qui ont donc des grossesses non désirées. Donc ça regroupe beaucoup de choses. Alors, il y a ce petit côté-là, donc avec un aspect très, comment je pourrais vous dire... En fait, on nous narre que Anne a un secret. Elle a fui Londres avec ce secret, et dans ce premier tome, puisque c'est un premier saga... Tu n'as pas la révélation? Je n'ai pas de révélation du tout. J'ai attendu la dernière page pour peut-être avoir des petits indices, mais pas du tout. Et pas du tout, du coup, non. Tu sais pas pourquoi. La seule chose que je peux dire, parce qu'on le sait au tout début, c'est qu'elle est issue d'une famille assez aisée, que son père aussi a fui donc Hambourg, pour des choses qu'on nous explique un petit peu au fur et à mesure du livre, mais en fait elle est issue donc de cette petite bourgeoisie, et en fait il lui envoie de l'argent, donc elle vit de ses rentes. Et parce que au début, en tant que médecin, tu comprends bien qu'on t'échange des fois une consultation contre des œufs, des choses comme ça. Donc elle ne vit pas assez sainement de sa vie professionnelle, donc de ce métier. Mais donc elle veut aider. Elle veut aider, donc son père lui octroie une rente. Et avec cette rente, donc elle ouvre ce fameux dispensaire et elle le rentabilise avec ça. Donc on peut imaginer qu'il lui est arrivé quelque chose aussi là-bas. On peut imaginer qu'il lui est arrivé des choses un peu spéciales à Londres, puisque... Et t'as pas des indices, genre par exemple par rapport à son nom de famille, ou à son aspect physique? Je sais pas si je peux vous le dire. En fait, Fitzpatrick n'est pas son vrai nom.
Elle revient à Hambourg sous un faux nom. Oui, mais ça, je pense... Donc, du coup, il s'est passé quelque chose avec sa famille. Voilà, donc je peux pas dire plus. C'est familial. Le seul truc qu'on nous a inclué dans cette histoire avec Anne, qui est très dévouée donc, à la cause féminine, c'est que à l'ouverture de ce dispensaire, on trouve un cadavre de femme. Et ce, par 3 fois. À la file. Donc on a quand même une petite enquête. Voilà, c'est sous fond d'enquête, c'est très bien fait. On nous narre donc ces crimes de femmes, parce que ce ne sont essentiellement que des femmes qui sont tuées, en sachant qu'elle, elle va en faire les frais, donc puisque elle est liée aux 3 crimes de ces femmes. Oui, parce qu'elle a dû sûrement les aider, sûrement à se faire Je tairai tout ça. J'imagine. Je tairai tout ça. Elle est juste liée à ces 3 crimes. Elle est liée aussi donc au 4e parce que je crois que c'est le 4e parce que c'est elle qui a failli y passer. Ah donc c'est pas elle la tuer. On a voulu la tuer. Attendez, je sais plus le nom de l'enquêteur. Il est extra. Voilà, ils s'entendent très bien. Et au début il la soupçonne. Parce que il la connaît pas, etc. Oui, puis un médecin qui vient s'implanter là, voilà, comme une ça. femme, voilà. Donc en fait, elle est imbriquée dans ces enquêtes-là. Lui, il va essayer de démêler tout ça. Il va la soutenir quand même à un moment donné parce que bon, au début, il la soupçonne, mais après, il comprend que elle est de bonne foi. Oui, elle est de bonne foi. Ça peut pas être elle. Une cause, juste. Non. Et puis en plus, pour le 2e crime, en fait, elle est liée, je vais vous le dire un tout petit chouïa, elle est liée parce qu'en fait, elle a dérangé le tueur. D'accord, ouais. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Je vous invite à aller le lire, 5 partout, il est génialissime, même je me suis éclatée. J'attends la suite avec impatience pour savoir déjà son secret. Le dénouement aussi. Il y en a 4 je crois de souvenirs. Ah oui quand même. Donc j'ai encore un petit peu de temps je pense. Mais voilà, c'est sous fond d'enquête, c'est très bien fait. J'ai bien aimé la cause aussi, encore une fois, comme un peu le réseau Jane, j'étais un petit peu dedans là pour le coup. De la cause féminine. Et j'ai beaucoup aimé ça, donc voilà, j'attends le 2e avec impatience et j'avoue que je me suis régalée de cette histoire avec Anne. Donc moi, c'est encore une suite de saga et on part avec le tome 2 de Captive, donc de Sarah Rivens aux éditions BMR, comme vous pouvez vous en douter. Et c'est le dernier, je crois. Et c'est le dernier de... je me suis accrochée, de la saga, en tout cas de la saga de Captive. Tu es triste? Oui et non, puisque ça finit quand même plutôt bien, honnêtement. On s'y attend en fait que ça se termine bien, puisque... je vais vous expliquer... Enfin non, je vais pas vous expliquer la fin. Si je vous dis la fin, je peux pas vous dire le reste. Ils iront pas le lire si tu dis tout. Donc en fait, là où ça va être un peu important, et c'est le côté que j'ai beaucoup aimé de ce livre, c'est un peu comme avec le Inheritance Game 2, c'est-à-dire qu'on part un petit peu sur une quête d'identité, malgré ce côté très romance, oui. Dark romance, pour ceux qui savent. Donc on met un peu quand même à mal ce côté dark romance pour nous offrir une quête d'identité. Déjà ça c'est important de le préciser. Oui, puis ça, donc je vais vous expliquer. Ça dénote pas en plus le début avec la romance que tu nous as expliqué. Non, mais justement, je vais ça vous peut que la compléter. Un petit peu, exactement. En fait, dans ce tome, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution des personnages principaux. Donc ça c'est étoffé. Et Dasher, je vais m'expliquer pourquoi. Oui, ça te plaît, ça. Ça t'a plu, en fait, qu'il y ait un étoffement de ces personnages un peu plus creusés, en fait. En fait, ce qui me plaît bien dans cette histoire, c'est qu'en fait, dans le premier... pour être clair, dans le premier, et là c'est un petit peu une petite souris qui a peur de tout, qui connaît pas la vie puisqu'elle a été enfermée pendant des années. Puis elle est jeune aussi, je crois. Oui, elle est jeune, elle a même pas 20 ans je crois, ou elle les a à peine. Et genre en fait c'est une fille qui a pas connu beaucoup de choses. Rappelez-vous, dans le premier, elle sait même pas ce que c'est que le cinéma, donc elle découvre vraiment le monde. Et par-delà, tout ce qui est relation, que ce soit amicale ou amoureuse.
relation humaine. Et malheureusement pour elle, dans le premier, si vous vous souvenez bien, elle tombe amoureuse de ce fameux Asher qui est l'être le plus diabolique qu'on puisse connaître. Hein. Enfin, on l'apprécie pas, non, on l'apprécie, tu vois, mais c'est vrai que son côté... bad boy. Voilà, ce côté qui se donne, en fait, parce que clairement c'est un côté qui se donne, parce qu'en fait, on découvre justement dans celui-là qu'en fait il est pas du tout comme ça. Ce qui est drôle, c'est que nous les filles, on aime bien, enfin nous les femmes, on aime bien les bad boys, mais en fait, ils sont insupportables les bad boys. Mais oui, en fait, parce qu'on aurait un Asher Scott dans la vie, franchement, c'est insupportable. ce serait pas possible, hein, parce qu'il est quand même, il est pire qu'insupportable. Oui. D'après ce que tu me dis, il est tout ce qu'on veut pas. Il est colérique, il est sanglant, il est sanguinaire, il a le sang, il part au quart de tour, il est impulsif, il est tout ce que vous voulez. Ça lui plaît pas, il balance tout, et puis il fume cigarette sur cigarette, il boit du whisky, tu vois. Il essaie de se calmer, mais même le plus simple truc, je vais y arriver, et ça le calme jamais en fait. Il est jamais calme ce mec-là, sauf avec elle. Ah, c'est son calmant. Et en fait, dans celui-là, justement, c'est fini la petite et là, la petite souris en fait, sauf chez elle en fait. En fait, elle s'est découverte. En fait, je vais vous expliquer comme ça vous allez comprendre. En fait, dans celui-là, souvenez-vous, dans la fin du premier, il l'envoie à Manhattan pour la protéger parce qu'il se passe quelque chose. Oui, tu nous avais dit. Voilà, leur côté mafieux, etc. Il y a un problème dans la famille, elle, etc. Donc pour la protéger, il l'a envoyé à Manhattan. Très loin. Il sait que c'est pas la meilleure solution. Il sait que beaucoup de monde, comme son père, n'aurait pas fait ça. Mais lui, il trouve que c'est la meilleure solution pour la sauver. Et en même temps qu'elle s'éloigne de lui. Parce qu'il sait, tu vois, à la fin du premier, il sait qu'elle est amoureuse de lui. Et que lui... tu vois, le fait d'être amoureux, ça peut mettre à mal justement leur amour. Oui, et puis non, mais de toute façon, en fait, il sait que c'est dangereux pour elle. Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, il a, entre guillemets, on va dire, bien fait, puisque de toute façon, il cherchait justement à la tuer elle pour l'atteindre lui. Bien sûr, on le sait. Bien sûr. On sait. Forcément qu'il a fait quand même ça pour quelque chose, tu vois. Surtout que on le sait dans le 1.5 avec Ben et Bella. Oui, il le fait par amour. On le sait. Mais aussi pour l'éloigner de lui, parce que lui aussi il veut pas assumer, hein. Faut pas l'oublier ça. Et justement, en fait, elle va se retrouver, elle, pendant 1 an, toute seule. Donc il y a 1 an qui se passe où elle se retrouve vraiment toute seule dans un bâtiment, parce qu'elle travaille pas, elle fait pas d'études, tu vois. Elle connaît pas, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et puis elle a peur de la vie. Elle a peur de sortir toute seule. Alors, on a peur. On a tous peur de ce qu'on connaît pas. Et puis elle a peur de ses démons. Il lui est arrivé plein de choses, notamment à cause des hommes. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et en fait, il faut qu'elle combatte tout ça. Et lui, en fait, l'avait aidée d'une certaine façon. Et en l'emmenant là-bas, ça s'est arrêté vu qu'il est plus avec elle. C'est encore pire. Sauf qu'en fait, elle va développer un sentiment de colère envers lui. Ah. Et lui, en fait, non. La rébellion. Lui, c'est tout l'inverse, en fait. Lui, c'est-à-dire qu'il va se dire, oui, mais en fait, c'est maintenant qu'il faut que j'aille la récupérer, tu vois. Alors, au début, elle va croire que c'est par rapport à un jeu, parce qu'en fait, elle côtoie Sean. Sean, qui est son cousin, en fait, à lui. Mais en fait, elle le sait pas au début, tu vois. Ils sont dans le même bâtiment, tu vois. Et en fait... il surveille, lui. Non, mais lui, il le sait pas, en fait. Ah, il sait pas. Il sait pas. Sean ne sait pas que, en fait, c'était l'ex-captive d'Asher. D'accord. Et elle sait pas que c'est le cousin d'Asher au début. Tu vois pourtant. Et en fait, du coup, lui, il va avoir vent de cette histoire avec Sean, tu vois. Et en fait, il va essayer d'aller la reconquérir. D'accord. Sauf que du coup, elle va penser que c'est un jeu juste, tu sais, pour le pari, genre, tu sais, genre... Tu me veux avant ton cousin, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, elle est en colère contre lui puisqu'il l'a quand même laissé 1 an. Oui, tu vois. pendant 1 an toute seule. Donc elle va quand même prendre un peu plus sur elle, tu vois. Elle va prendre plus confiance par rapport à lui, tu vois. Donc il va se passer plein de choses, on a plein de rebondissements, tu vois. Et puis on a cette quête d'identité puisque justement, on y vient. Du coup, la quête d'identité. Puisque et là, on sait que voilà, à cause de sa tante, elle s'est retrouvée dans de sales affaires, qui lui a fait faire des choses pas très catholiques, etc. Mais elle a quand même une enfance, on s'en doute. Bien sûr. Elle a eu une mère et sûrement un père et du coup, parce qu'en fait, elle a connu sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que sa mère est morte.
je vais vous dire comment. Et en fait, du coup, elle a été vivre avec sa tante, sauf que sa tante avait des problèmes d'addiction, donc ne pouvant s'occuper et ne pouvant pas... En fait, elle avait pas d'argent, donc pour avoir de l'argent, elle a, entre guillemets, vendu Ella, si je préfère. D'accord, ouais, je comprends. C'est ça le délire. Et en fait, lui, voulant se racheter à tout prix, tout ça, il va essayer de chercher... il va essayer, comment dire, de chercher le moyen pour lui faire comprendre qu'il tient à elle et qu'il veut l'aider. D'accord. Donc comment il va faire? Eh ben, il va l'aider à aller voir la tombe de sa mère, puisqu'en fait elle vient d'Australie. Donc en fait il va l'aider dans sa quête d'identité. Exactement. Pour, entre guillemets, se racheter un petit peu de tout ce qu'il s'est passé. Exactement. En fait, il va essayer de se rapprocher d'elle et de lui faire comprendre que donc finalement, c'est peut-être un peu maladroit de sa part, mais en fait, il lui fait comprendre quand même qu'il l'aime, vu qu'il veut l'aider. Voilà, c'est ça. Et en fait, par ce biais-là, en l'aidant, en fait, il va se dévoiler et il va lui donner la vraie facette de lui-même, puisqu'il se cache derrière ce côté bad boy et sanguinaire et tout ce que vous voulez. Et finalement, peut-être qu'après, à la fin, on arrive à l'apprécier, hein, cet homme. Non, mais en fait, on l'apprécie dès le départ parce qu'on sait qu'il est pas comme ça. Mais c'est juste que, en fait, dans ce livre-là, il a cette prise de conscience de vouloir se dire « Je vais lui montrer que je suis capable ». Alors, il y a cette prise de conscience, mais il y a aussi cette emprise qu'il a sur elle. Vu qu'il la captive au début. Ouais, mais ça c'est plutôt une histoire de captive. C'est parce qu'en fait ils sont obligés d'avoir une captive. C'est une captive de base, c'est quelqu'un, c'est une femme souvent, puisque c'est souvent pour des hommes les captives, qui les aident dans leur travail. Donc souvent elles font des tâches, on va dire un petit peu ingrates, tu vois, genre souvent des missions compliquées. Tu vois, ou d'infiltration, ou ce que tu veux, tu vois. Ouais. Et elles servent beaucoup à ça. Rares sont celles, en général, avec qui ils finissent, tu vois. Enfin, c'est pas dit qu'ils doivent finir automatiquement. Oui, là, c'est vraiment exceptionnel avec elle. Voilà, mais lui, il est tombé amoureux d'elle. Même si on connaît son passé, tu vois, avec la Jones, tout ça. Enfin, je vais épargner tous les détails, parce que sinon, pas tout dire aux amis. Mais voilà, c'est vraiment ces points clés-là qui sont dans cette histoire, et justement, qui vont nous permettre de savoir s'ils vont finir ou pas ensemble, puisque nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils finissent ensemble. Oui. Voilà. Donc techniquement, voilà, il va l'aider. Nous, ça nous plaît qu'ils finissent ensemble. Ils vont devoir régler leur compte, etc. Puisque lui, il l'a laissé, etc. Donc elle va lui en vouloir, on le sait. Puis elle va se dévoiler, elle va prendre sur elle, elle va grandir encore une fois là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Et même lui, d'une certaine façon, surtout au niveau relationnel, tout ça. Et puis il y a cette épilogue ou ce bonus aussi, si vous préférez, puisqu'on a un bonus quand même à la fin de l'histoire, qui m'a beaucoup fait rire et que je trouve très adapté à la situation et que je trouve d'ailleurs très bien, puisqu'on comprend que tout ça c'est terminé. D'accord. Voilà. Alors je dirais pas qu'est-ce qui est terminé. On a toutes les réponses. Voilà, c'est ça. En fait, on clôture bien la saga. On sait tous ce qu'ils deviennent, tu vois. Très intéressant. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vous en dirai pas plus parce que je trouve que c'est à lire. C'est très bien. Vite à aller le découvrir. Donc t'as pas noté la suite, savoir si ça... Donc j'imagine 5 partout, puisque tu as dit que ça faisait une belle continuité. 5 partout, surtout qu'il y a un truc que j'ai bien aimé qu'elle fasse, parce qu'on sait tous qu'elle va sortir son prochain livre, qui est, alors je le prononce peut-être mal, mais c'est Lakestone, d'accord. C'est sur l'histoire de Kay, et en fait il apparaît là-dedans ce livre. D'accord. Et en fait, c'est là où je trouve qu'elle fait bien les choses, c'est parce qu'elle a réussi quand même... elle t'a mis des petits indices sur ce personnage, et elle va le développer dans le prochain. Dans celui-là, il est important, tu vois, qu'il va apporter quelque chose à l'histoire, et en plus de ça, il connaît Asher. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un peu marrant, tu vois, d'avoir ce truc, ce petit lien entre ces deux livres. Donc finalement, ce sera pas la continuité de celui-là, mais il y aura un petit quelque chose qui va... peut-être que Asher apparaît dans la et que je le sais pas. Découverte. Et justement, j'ai très envie de lire du coup le livre qui va sortir, voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé la saga et je vous la recommande si vous ne l'avez jamais lue. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que nos avis vous auront plu et que... qui vous donneront envie d'aller les lire et les découvrir. Voilà, et que vous passez un bon moment avec vos lectures. Et puis voilà, on espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche et venez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, je vais y aller. Et portez-vous bien, lisez bien, on vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous, bye bye.